Un grand merci, professeur Gregori, pour cette faculté de synthétiser aussi l'histoire du monde infiniment grand et aussi de donner des constats qui sont aussi ouverts sur des questions à la fois scientifiques, comme vous l'avez dit, théologiques et métaphysiques. Alors maintenant, il est venu le moment de changer avec la salle, si vous avez des questions. Oui, on commence par c'est Hicham, d'abord. Voilà. Je vais passer à Ali. Il n'y a pas un micro. On va vous donner le micro. Salam alaikum. Alors tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier l'Académie islamique de Bruxelles d'avoir invité donc, les deux éminents professeurs qui sont parmi nous, et j'aimerais les remercier tous deux aussi pour deux raisons. Première raison, c'est que pour des étudiants en sciences religieuses, il est extrêmement important d'avoir une culture scientifique qui soit suffisamment, je dirais, solide pour pouvoir penser ensuite les questions de la transcendance. Et la deuxième raison pour laquelle je vous remercie, c'est que pour avoir fait un peu de sciences dures quand j'étais dans une autre vie, on va dire, je sais qu'on ne peut pas vraiment comprendre des données, notamment de sciences physiques, sans rentrer dans les équations. Et ça fait très mal à la tête, les équations. Et donc, quand des personnes se donnent la peine de vulgariser ces choses-là pour nous les rendre accessibles, à nous qui ne pouvons pas forcément résoudre les équations de Schrödinger ou d'Einstein, c'est vraiment, je demande vraiment à Dieu de vous accorder une grande récompense pour ça. Donc du coup, en fait, j'aurais deux questions, je vais être gourmand. Une question sur la mécanique quantique et une question plutôt de cosmologie. Sur la mécanique quantique, en fait, c'est par rapport à cette idée que la mesure va forcer une particule à prendre un état particulier. Pour certains vulgarisateurs que j'ai pu entendre, c'est la preuve de l'existence de la conscience, en fait. La conscience a un effet sur le réel, voire même pour certains, la conscience, l'observateur, fixe le réel. Maintenant, il y a d'autres vulgarisateurs qui disent attention, c'est pas aussi métaphysique que ça. Quand on parle d'observation, en fait, on parle de mesure, et vous avez prononcé ce mot-là plusieurs fois, et que, en fait, c'est la mesure, c'est le fait d'interagir avec la particule qui va la forcer à prendre un état. Et donc, en fait, c'est mystérieux, certes, c'est très contre-intuitif, mais il n'y a rien de métaphysique là-dedans. Enfin, d'après eux, il n'y aurait rien de métaphysique. Et donc, j'aurais aimé savoir quelle interprétation vous favoriseriez. Et alors, sur la question de cosmologie, en fait, c'est par rapport à la question du Big Bang, qui est utilisée par beaucoup, je dirais, d'apologètes musulmans pour, en fait, prouver l'existence de Dieu, en fait. Hein. L'idée que l'univers, en fait, est une succession de causes, et que donc on remonte forcément à une cause qui n'a pas de cause elle-même, et cette cause, elle serait placée avant le Big Bang. Maintenant, quand on va voir, par exemple, des physiciens comme Étienne Klein, ils vont tirer la sonnette d'alarme en disant attention, ce qui se passe avant le Big Bang, nos équations ne permettent pas de le dire. Et les théories qui sont en vogue en ce moment, par exemple la théorie des supercordes ou la gravité quantique à boucle, ont tendance à montrer qu'en fait ce qui se passerait avant le Big Bang ne serait pas un instant zéro, mais serait en fait une phase de transition entre un univers qui était entré en rétraction et un univers qui repart en expansion. Et donc pour lui, l'instant zéro en fait disparaît dans ces nouvelles théories. Et donc voilà, est-ce que c'est vraiment sérieux de continuer à utiliser le Big Bang comme preuve de l'existence de Dieu? Il y a d'autres physiciens, je pense par exemple à Lawrence Krauss, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Universe Born from Nothing, qui consiste donc un univers qui est né à partir de rien, et qui fait le constat, enfin je ne sais pas comment il a procédé, enfin je ne suis pas physicien, mais que lorsqu'on enlève, quand on enlève toutes les particules, quand on enlève particules, espace et temps, c'est-à-dire qu'on a un néant, en fait, qu'on a un vide absolu, ce vide a quand même une énergie minimale qui fait que, selon les lois de la physique quantique,
quelque chose peut quand même en émerger. C'est-à-dire que le rien absolu ne peut pas exister pour lui. Ces lois, en fait, sont suffisantes pour donner naissance à un univers. Il n'y a pas de raison de postuler l'idée d'un créateur derrière. Et donc voilà, j'aurais aimé savoir, ça revient à poser la question de la pertinence du Big Bang comme preuve de l'existence de Dieu, si je dois résumer tout ça. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Donc je réponds. Donc en fait, alors pour les deux options, je dirais que je suis pas d'accord ni avec l'une ni avec l'autre totalement. Alors parmi les interprétations de la physique quantique, effectivement, il y avait cette idée d'introduire, de dire que l'observateur, on ne peut plus séparer l'objet et le sujet de l'étude. Et que ce schéma-là, effectivement, d'approcher la science avec cette séparation ne tient plus, et qu'effectivement, il faut intégrer l'observateur pour expliquer ce problème, essayer de résoudre ce problème de la mesure. Mais je pense quand même qu'on n'a pas besoin de conscience dans la mesure où il y a quand même des appareils de mesure qui font... et puis qu'on va les voir, on peut les observer, prendre conscience, c'est-à-dire qu'on enregistre sur un ordinateur et puis on peut consulter ces résultats bien longtemps après et on a quand même le même constat. D'accord ? Donc je ne pense pas que cette interprétation qui a été proposée par un physicien sérieux d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Ah oui, voilà. Soit, disons, pour l'instant, elle est un peu moins plus difficile à défendre. La deuxième, je ne pense pas que pour l'instant, il n'y ait aucune théorie qui puisse expliquer ce problème de la mesure. Donc il y a quelque chose, pourquoi métaphysique, c'est qu'on n'est pas capable, je veux dire, les philosophes des sciences, des scientifiques, tous, il y en a beaucoup qui ont essayé vraiment de comprendre ce qui se passe, et c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est quelque chose qui dépasse les sens communs. Rien que l'expérience EPR que je n'ai pas détaillée, c'est quelque chose qui, je veux dire, de hasard, à deux endroits différents, qui sont corrélés, on ne peut rien dire pour expliquer ça, cette corrélation. Donc il n'y a absolument pas la possibilité d'avoir un récit qui se passe localement dans le temps et dans l'espace pour comprendre ça. Et donc, c'est pour ça que certains se sont même posé la question, dans certaines interprétations, s'il ne faut pas repenser notre rapport au temps et à l'espace. Il y en a qui ont introduit des dimensions supplémentaires, ça devient. Et donc, quelque part, toutes ces tentatives, c'est un déploiement de l'imagination. Ce sont des scénarios, des récits qui ne peuvent pas du tout, pour l'instant, et en tout cas, je ne pense même pas qu'on puisse trancher en faveur de l'une ou l'autre des interprétations. Parce que, quelque part, l'expérience a atteint le maximum de ce qu'elle peut donner, cette expérience EPR. Et donc, c'est métaphysique parce que c'est au-delà de la physique, c'est au-delà du critère empirique pour vérifier une théorie. Et donc, on reste dans la perplexité totale. Je veux dire, il y a même des journalistes qui ont fait une très belle vulgarisation de la physique quantique dans un livre qui s'appelle Le Quantique des quantiques, que je vous conseille. Mais ils ont écrit aussi un autre livre qui s'appelle La métaphysique quantique. Ils ne sont pourtant pas du tout des croyants ou quoi que ce soit, hein, en train de faire du prosélytisme. Ils ont appelé ça métaphysique quantique. Voilà, donc je dirais. Alors sur le Big Bang, oui, le Big Bang de grand boom, hein, c'est la naissance de l'espace et du temps tel que nous les connaissons. Alors, en fait, c'est un modèle. On ne peut pas remonter à l'instant zéro. On ne peut pas observer cet instant zéro. La quasi-totalité des physiciens sont persuadés qu'il y avait quelque chose avant. Alors, il y a plusieurs modèles. On peut imaginer une sorte de mer de particules élémentaires à déterminer, hein, et puis pour des raisons qu'on ne comprend pas bien mais qu'on espère comprendre un jour, ces particules se réarrangent et ça fait l'espace à 3 dimensions et le temps tel que nous le connaissons et la matière telle que nous la connaissons. Il y a d'autres modèles dans lesquels l'univers est pulsant. C'est-à-dire qu'il y a un Big Bang, après l'univers s'effondre sur lui-même, il passe par une phase très chaude où tout est détruit, et puis hop, il y a une sorte de rebond, et ça fait un autre type de modèle. Et il y a aussi des gens comme Lawrence Krauss ou aussi Hawking qui disent que l'univers peut apparaître à partir de rien, en quelque sorte, à partir des simples lois de la physique.
Mais on peut se poser la question de l'origine des lois de la physique, parce que c'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de particules, qu'il y a uniquement des champs, mais d'où viennent les champs, hein? Un champ, c'est quelque chose de fondamentalement mathématique, c'est de l'intelligence. Hein? On ne comprend pas ce que sont les champs du point de vue métaphysique, du point de vue de leur réalité, d'où viennent les champs. Dans le dernier livre de Hawking, il dit oui, l'univers s'est créé lui-même à partir de la loi de gravitation. Fort bien, mais d'où vient la loi de la gravitation? Et donc c'est ça le problème. Et en fait, on a l'impression que on ne comprend pas pourquoi l'univers est compréhensible. On ne comprend pas d'où viennent les lois de la physique. Et ces lois sont terriblement mathématiques, c'est extrêmement abstrait. Ce n'est pas simplement notre habileté de tous les jours à compter des... Alors quand il y a 1000 ans ou 2000 ans, on comptait je sais pas, des noix, on comptait des moutons, alors après on a appris à compter, puis du coup on arrive à comprendre le cosmos parce qu'on a appris à compter. C'est beaucoup plus fondamental que ça. On ne comprend pas pourquoi l'univers est si mathématique et pourquoi on n'a pas d'autre définition de la matière que les mathématiques. Ultimement, la matière, ce sont des relations très abstraites, des équations dont vous avez parlé. Le problème reste entier, et évidemment, pour les croyants, le monde est compréhensible parce qu'il résulte d'un plan, d'une volonté, d'un choix, du choix du Créateur, et le Créateur a mis en nous une partie de cette intelligence qu'il a mise aussi dans la création. Donc l'intelligence que Dieu a mise en nous retrouve l'intelligence que Dieu a mise dans la création, et on peut comprendre le monde au moins jusqu'à un certain point. Pour le matérialisme, c'est difficile de comprendre que le monde soit compréhensible. Et c'est juste, pour le matérialiste, le monde est compréhensible parce que c'est un sous-produit de l'évolution, cette compréhension du monde. Hein. On a été habitué à se défendre contre les tigres et à chasser les gazelles, ça a formé notre cerveau d'une certaine façon, et par extraordinaire, ce cerveau est capable aussi de comprendre la mécanique quantique, la relativité générale, etc. Mais c'est un petit peu dur à avaler. Hein. Moi, je trouve personnellement, et effectivement, l'explication en termes de création et de créateur donne une lisibilité au monde comme œuvre de Dieu et comme œuvre d'un acteur intelligent. D'autres questions? Bonsoir tout le monde. Donc, j'aimerais vous remercier d'être venu ici faire vos exposés. Alors moi je suis un amateur en fait par rapport à tout ce qui est cosmologie, la mécanique quantique, etc. Et pour comprendre en fait, on est nous-mêmes limités en fait. On est doté de sens qui sont eux-mêmes limités. Donc on ne peut comprendre que ce que nos sens nous permettront de comprendre, aussi développé soit-il. Donc par rapport à la mécanique quantique, on part avec un postulat et on veut forcer une réponse. Oui, c'est par là que tu devrais passer parce que on a un postulat, il faudrait peut-être sortir de ce postulat parce que ça répond à d'autres référentiels, d'autres dimensions, d'autres approches. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre en fait. On ne peut pas comprendre tout ce qu'on peut observer en fait. Vous comprenez? Par exemple, excusez-moi parce que je m'exprime peut-être un peu. Tout à l'heure vous avez dit, monsieur, elle a des yeux mais elle n'a pas de cerveau. La méduse. Pour moi, ça remet en cause. La méduse, oui. Ça remet en cause l'existence des yeux. Non, mais ça ne remet pas en cause l'existence des yeux. Vous dites qu'elle a des yeux, mais elle n'a pas de cerveau. Mais ça remet en cause même notre cerveau à nous. Pourquoi on a besoin du cerveau pour voir, alors qu'elle, peut-être, voit son cerveau? Ou peut-être, qu'est-ce que le cerveau? Qu'est-ce qu'elle voit d'abord? Qu'est-ce qu'elle voit? Il y a de l'expérience, on a essayé de voir ce que voyait un ver de terre, c'est quand même pas très détaillé. Hein. Oui. Donc, le cerveau est un extraordinaire organe qui permet de donner du sens à ce qu'on voit. Voilà. Et alors, par rapport à l'univers, l'univers est en expansion. Oui. Donc, c'est un système qui est en expansion. Quel est cet espace qui lui permet de s'étendre? C'est l'espace lui-même qui se dilate et qui entraîne avec lui les galaxies. Donc il faut essayer de se débarrasser de l'idée qu'on a peut-être dans la vulgarisation, où il y a une sorte d'espace vide, il y a un noyau de matière qui explose, et ça envoie
des morceaux partout. L'univers qui répulse, Non, alors, c'est comme un ballon. C'est comme un ballon. Voilà, mais ce ballon-là, pour qu'il puisse s'étendre, il y a un espace qui lui permet de s'étendre. Cet espace-là, est-ce qu'il y a un autre? Non, parce que justement, les travaux de la géométrie au XIXe siècle, par Riemann, montrent que l'espace dans lequel nous vivons n'est pas le seul type d'espace possible. Il y a d'autres types d'espaces, et on peut avoir des espaces fermés mais illimités, c'est-à-dire qui ont un volume fini, mais qui n'ont pas de limite, par exemple. On peut avoir des espaces infinis, il y a toutes sortes d'espaces possibles. Ça, ce sont les mathématiques qui nous le disent. Mais c'était des mathématiques totalement abstraites, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ces mathématiques sont la solution des équations de la relativité générale. Je fais référence à un verset où Dieu, dans le Coran, s'exprime par rapport à la création, nous l'élargissons constamment. Donc c'est sa création. Oui, oui, c'est l'espace, il y a l'espace, du nouvel espace qui apparaît continuellement. Et c'est rendu possible par les équations de la relativité générale. Alors, maintenant, d'où viennent les équations de la relativité générale? C'est possible mathématiquement, c'est possible physiquement. Et en fait, c'est comme un tissu infini qui continue de s'étendre. Vous prenez la suite des nombres, vous prenez une droite c'est infini dans les deux sens, vous pouvez toujours tirer dessus, et tous les points s'éloignent les uns des autres, et la droite est toujours infinie. Et c'est ce qui se passe à 3 dimensions, l'espace s'agrandit, mais il est toujours infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un espace infini s'agrandit? Ça veut dire que les distances entre les galaxies augmentent. Donc on est de plus en plus loin de toutes les galaxies s'éloignent de nous, et toutes les galaxies s'éloignent de toutes les autres galaxies. Mais c'est mathématiquement concevable, mais c'est difficile de se le représenter par une image. Merci en tout cas. Merci. Salam alaikum. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cet excellent exposé, qui a un intérêt particulier à la science et aux mathématiques. Je voudrais poser une question plutôt philosophique, et à l'Assemblée pour voir un peu votre avis sur cette question. Par rapport aux mathématiques, ça rejoint un petit peu votre commentaire. Par rapport aux mathématiques et la dualité des mathématiques. Parle plus fort. Non, c'est toi. La question, c'est par rapport à la dualité des mathématiques et de la création. Est-ce que, selon vous, les mathématiques est une production théorique de l'esprit humain, indépendamment de la création, et qu'on prend dans la création des phénomènes pour justifier ces théories mathématiques, ou plutôt les mathématiques existent, ils préexistent dans la nature, et l'homme découvre petit à petit ces mathématiques. Et si cette deuxième option se confirme, est-ce que ça ne rejoint pas à votre commentaire quand vous expliquez que nous cherchons cette fameuse loi qui gouverne? Oui, c'est une excellente question, c'est un problème qui n'a pas de solution. Hein. Il y a deux écoles, il y a l'école dite platonicienne, il y a des grands mathématiciens qui sont des platoniciens, encore actuellement. Dans cette école, les mathématiciens sont comme les physiciens, ils découvrent des réalités intellectuelles qui préexistent. Hein. Les théorèmes de mathématiques préexistent aux mathématiciens. Les mathématiciens sont des découvreurs. Et puis il y a une autre école qui est l'école constructiviste. Hein. Après Hilbert et d'autres, c'est l'école qui consiste à dire que les mathématiques sont une construction de l'esprit humain. Hein. C'est une construction basée sur la logique essentiellement. Alors ces deux écoles se sont affrontées pendant longtemps, et puis comme vous le savez, dans les années 1930, il y a eu une grande révolution. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas construire les mathématiques complètement. Il y avait des impossibilités. Bon, c'est les fameux théorèmes d'incomplétude, hein, c'est-à-dire qu'il y a des énoncés qui sont valables donc, et qui, dans un système donné, ne peuvent pas être démontrés comme vrais ou faux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont indémontrables dans un système donné. Donc on ne peut pas construire l'ensemble des mathématiques possibles. Hein. On ne peut construire que des bouts de mathématiques.
Et ça a renforcé la position des platoniciens qui disent, ben voyez, regardez, vous essayez de construire les mathématiques, on ne peut pas, les mathématiques on les découvre, il y a des énoncés qui sont vrais, des énoncés qui sont faux, mais peut-être qu'on n'arrivera jamais à démontrer qu'ils sont vrais ou qu'ils sont faux à partir des mathématiques qu'on connaît. Voilà, alors ça n'a pas de solution, évidemment. C'est très curieux, il y a évidemment cette idée que les mathématiques sont dans notre tête, mais les mathématiques semblent aussi le tissu même du cosmos, et nous-mêmes, notre corps et notre cerveau, nous sommes issus du cosmos. Donc il y a une sorte de triangle là entre l'être humain, les mathématiques et le cosmos, et on ne sait pas qu'est-ce qui est venu le premier finalement de tout ça. Pourquoi les mathématiques qui sont dans le cerveau de l'être humain sont le tissu même du cosmos qui a donné naissance à l'être humain. Donc il y a quelque chose de très mystérieux. Et on n'a pas de solution. Sinon, je prends un exemple concret. Donc, est-ce que je peux alors affirmer, puisque je suis croyant, la nature, elle est parfaite, le système est parfait. Est-ce que je crois en une fonction première? Je sais pas si c'est donc pour l'audience, les nombres premiers, donc un nombre qui se divise par 1 ou par lui-même. On cherche actuellement, vous corrigez si c'est pas correct, actuellement on cherche encore la fonction première. Aujourd'hui, par la croyance, on peut dire qu'elle existe, mais on ne la connaît pas. Peut-être, mais je pense qu'on n'a pas la garantie par nos textes sacrés, qu'on soit juif, chrétien ou musulman, d'être capable de comprendre l'œuvre du Créateur. Je pense qu'on n'a pas la promesse de ça. Si vous relisez le Coran ou la Bible ou les évangiles, on n'a pas la promesse d'être capable, en tant qu'être humain, de cerner l'œuvre du Créateur. Et finalement, tout ce qu'on nous a dit là depuis 2 heures, ça renforce cette idée qu'il y a des choses qui nous échappent. Dans les mécaniques quantiques, il y a des choses qui nous échappent. Dans la cosmologie, il y a des choses qui nous échappent. Dans les mathématiques, il y a des choses qui nous échappent. On n'a pas cette garantie-là. En tant que croyant, on a une autre promesse, qui est celui de la mystérieuse connaissance de Dieu. Donc c'est tout à fait paradoxal, parce que on est fini, on est limité, on n'a pas la capacité de connaître complètement le cosmos, même si on peut connaître quelque chose du cosmos. En revanche, on vit avec la foi dans une connaissance qui est celle de Dieu. Et ça, c'est vraiment très mystérieux et ça doit nous faire réfléchir en tant que croyants. Je voudrais juste répondre rapidement pour la première partie, ça rejoint peut-être votre question. Par rapport aux mathématiques, alors effectivement, il faut insister sur le rôle des mathématiques dans toutes les prédictions de la physique quantique. Il n'y a pas d'entité réelle, il n'y a vraiment que des entités mathématiques. Les atomes, ce sont des entités mathématiques. On ne peut pas les définir autrement. On ne sait pas quelle est leur nature à part ça. Donc ce sont des outils de calcul probabilistique qui marchent très bien. Effectivement, on peut être surpris. Pourquoi ça fonctionne très bien. Mais quand même, pour la construction des mathématiques, c'est pas le domaine évidemment de maîtrise, mais par exemple, l'idée qu'on a quand même des intuitions qui nous guident. Par exemple, le fait qu'on construit des ensembles à partir des propriétés communes à leurs éléments, ça c'est parce qu'on a une intuition qui nous vient de nos sens communs. Et ça nous mène à des paradoxes en mathématiques aussi. D'accord ? Parce qu'on va construire des ensembles d'ensembles, bon, il y a plein de paradoxes. Je vous conseille à ce propos le livre d'Hervé de Virne, qui est une partie sur les paradoxes des mathématiques, et ensuite une autre partie sur la physique quantique. Et en fait, elle nous déroute aussi en physique quantique, parce qu'on cherche à déterminer des propriétés. Et c'est peut-être pas la bonne façon d'aborder. Peut-être qu'on se trompe là-dessus. Vous parliez peut-être de ça tout à l'heure dans votre question. C'est qu'on cherche des propriétés, et là on se retrouve face au constat qu'on ne peut pas attribuer de propriétés indépendamment de notre mesure, qu'on n'a aucune idée sur ce que attribuer une propriété, une valeur à une propriété. Voilà. Et donc, ensuite, par rapport à... il faut rappeler quand même que les mathématiques, il y a toute une symbolique, disons, dans l'histoire de la pensée islamique. Les mathématiques, et même les mathématiciens, ils ne se contentaient pas de la méthode scientifique telle qu'on la connaît à un niveau réduit. Il y avait toute une valeur symbolique, spirituelle derrière les mathématiques. Et donc, le fait, rien que le déploiement des chiffres à partir de là, il y a toute une science autour. C'est comme la science des lettres. Et cela, c'est effectivement, on n'a plus les clés pour accéder ou pour nécessairement comprendre, aller au-delà de notre science, puisqu'elle avait une portée spirituelle, tout comme les œuvres artistiques d'ailleurs avaient une portée spirituelle.
Et on n'a plus les clés de les déchiffrer actuellement, parce qu'on a complètement séparé les deux domaines. Et donc ça devient difficile, dès qu'on essaye d'aller au-delà, on peut très bien déraper, quand on voit l'usage qu'on fait de la physique quantique pour des questions de télépathie, de conscience, etc. On devient méfiant, parce qu'on peut facilement faire des usages, alors qu'on n'a pas le bagage, disons, on n'a pas cette connaissance intime qu'avait quelqu'un comme Naël pour aller au-delà de ces réalités-là, soit mathématiques, soit physiques. Parce que la construction, elle existe aussi en sciences, même physique. Il y a en philosophie des sciences, on parle de constructivisme, que toutes les sciences se construisent aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est encore figé, ce n'est pas une image sur le monde tel qu'il est. Justement, vous avez évoqué le livre de Zwirn, Oui. Le Zwirn des limites de la connaissance. Ah, là, oui, voilà. il dit que la science annonce ses incertitudes avec certitude. C'est paradoxal quand même. Donc, j'ai jamais entendu que la science annonce ses certitudes avec certitude. Mais, je ne savais pas qu'elle avait écrit parce que j'avais écrit aussi. Alors, comment est-ce possible? C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment certain d'annoncer ces limites de la science ou de la connaissance? Oui, mais c'est ça qui fait sa beauté aussi, c'est qu'elle est capable de... Il y a un autre paradigme, il y a d'autres interprétations matérialistes, justement, qui disent, bon, c'est question de temps, peut-être. Non, justement, en physique quantique, c'est non. Pour moi, c'est catégorique. Et c'est certain. Donc c'est vraiment, et surtout avec l'expérience EPR. Et puis il y a eu même toutes les failles possibles qui ont été critiquées dans cette expérience pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose. Mais là, c'est quasiment affirmatif. Et on ne peut pas le renier. Et pourtant, il y a des physiciens qui continuent à renier. Et de ne pas y croire, vouloir y croire. Et donc, c'est impossible d'attribuer une propriété à un électron ou à un atome avant la mesure. Donc on ne sait même pas quelle est la nature de la matière. On ne sait même pas ce qui existe vraiment. Et comment définir l'existence d'un objet? À cette échelle, évidemment. Je ne suis pas pour une extension et généralisation à nous, les êtres humains. Parce que la biologie quantique, c'est un domaine qui est sérieux, mais qui est quand même encore à ses débuts. Donc effectivement, ça pourrait intervenir au niveau de l'ADN, mais on ne peut pas aller au-delà et tirer la physique quantique en dehors de son champ. Il faut rester quand même prudent. Il y a une autre question en bas. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie de vos exposés, ils étaient très, très éclairants. En fait, vous avez parlé un peu du passé et du présent. J'aurais bien aimé que vous parliez un peu de futur, dans le sens, parce que pour l'instant, on voit que la physique actuelle est dominée par la physique des particules. Il y a énormément de budgets qui sont mobilisés, hein, au CERN et pas mal. Et donc, après l'exposé de Mme Safi, on découvre que le monde microscopique est imprévisible et probabiliste. Bien sûr, il y a des applications, on lit parfois les ordinateurs quantiques. Alors, je me dis, est-ce que la physique du futur, ce sera toujours dominé par la physique des particules? Est-ce qu'on est arrivé à saturation? Parce que plus on cherche dans le plus petit, plus on ne sait pas maîtriser. Peut-être qu'il y aura toujours des applications. On ne connaît pas l'électricité, mais voilà, la nature, voilà, mais on l'utilise. Et donc, quels sont vos pronostics par rapport à ça? Et alors, en cosmologie, j'ai encore une question, c'est le modèle standard, normalement, tout le monde travaille sur le modèle standard, il n'arrive pas à expliquer les trous noirs, la matière noire, on l'entend aussi, donc voilà, comment vous voyez, selon le modèle standard, quel est le futur, comment il prévient et il voit un peu le futur, et donc, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a toujours des budgets, des sondes, on va partir faire. Mais je dis, qui motive le plus? Est-ce que, par exemple, pour l'instant, est-ce que ça serait mieux d'aller chercher un petit peu dans les trous noirs, parce qu'on nous dit que, voilà, en passant par un trou noir, peut-être qu'on va trouver un autre univers, ou bien on va se fixer sur les exoplanètes. Donc, quelqu'un de l'extérieur, voilà, on se dit, est-ce que c'est uniquement les applications qui mobilisent? Parce que, voilà, on peut, voilà, c'est par rapport à ça. C'est pour ça que je reste. Oui, alors pour la première partie,
Bon, c'est vrai qu'on n'est pas... Je ne suis pas vraiment déterministe. Je n'aime pas prédire le futur. Voilà. Non, mais je comprends. Oui, non, je comprends tout à fait. Non, c'était juste une année. Oui, bien sûr. Donc, juste par rapport aux ordinateurs quantiques, alors des collègues qui travaillent là-dessus, ça mobilise encore beaucoup de chercheurs et ça permet aussi d'avoir des financements colossaux parce que c'est prometteur, mais je suis un peu perplexe par rapport à ça parce qu'il y a quand même le problème. Alors, rapidement, les ordinateurs quantiques, effectivement, ils exploitent ce principe de superposition dont je vous ai parlé, qui finalement, effectivement, ne permet pas de faire des prédictions, mais qui peut être exploité pour augmenter la puissance, le temps disons, réduire le temps de calcul d'une façon considérable. Mais il y a quand même le fameux problème qu'on appelle de décohérence, c'est-à-dire le fait que quand on a un système quantique, une particule, ou un système, un qubit, c'est quantum bit, qui interagit avec beaucoup de degrés de liberté, il perd la cohérence quantique. C'est pour ça que nous, on n'est pas quantique quelque part. À partir du moment où on a beaucoup de molécules qui interagissent avec ce qu'on appelle l'environnement, etc., et ben, on perd ces propriétés, ce comportement intrigant. Donc ça reste... il m'arrive de voir des collègues dire dans leur exposé qu'ils n'y croient pas du tout. Donc mais ça a motivé des recherches, donc c'est intéressant. Et puis, il paraît qu'il y aurait un petit ordinateur quantique réalisé aux États-Unis. C'est une boîte noire. Alors, je crois que c'est à cause du principe de secret industriel qu'on ne peut pas dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, personne n'est capable vraiment de dire s'il est quantique ou pas. Alors, ensuite, il y a quand même une révolution quantique qui a eu lieu, qui est celle de la communication quantique, mais pas seulement des moyens de communication standards. C'est grâce à la cryptographie quantique et la téléportation. Et je vous ai parlé de Nicolas Gisin à Genève. En fait, il est capable à la fois de comprendre la théorie, de faire des expériences, comme celle de PR avec les photons. Mais en même temps, il a monté une boîte, en fait, l'application pour proposer la cryptographie et la téléportation. Il a utilisé les câbles de Suisse Télécom pour vraiment utiliser la cryptographie. Il a été, je crois, sollicité une fois par pour transmettre d'une façon sûre. Parce en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est que je vous ai dit par exemple que la physique quantique, elle a une approche apophatique du réel. Hein, c'est-à-dire elle dit ce qui n'est pas. Donc il y a une sorte de frustration. Sauf que, quelque part, cette révolution, elle utilise justement ce caractère apophatique pour les exploiter pour les applications. Et par exemple, en cryptographie quantique, le fait qu'on ne puisse pas intercepter en fait, le message, c'est grâce à la physique quantique. Parce que le fait qu'on fasse la mesure, c'est une action, donc on peut détecter facilement s'il y a quelqu'un qui a intercepté le message, entre autres. Donc en fait, donc là c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un domaine très important. D'ailleurs à Harvard, il paraît que les étudiants en informatique se ruent sur les cours de physique quantique pour ça. En France, on reste un petit peu encore, bon à Grenoble ça commence un petit peu avec Minatec. Après, pour la physique des particules, je suis d'accord que comparé à ce domaine, donc soit mon domaine à moi, parce que ce sont des systèmes de taille nanométrique, soit Nicolas Gisin, là il y a de l'argent, il y a effectivement un investissement colossal des gouvernements, et je ne pense pas que l'enjeu soit vraiment des applications directes. Je ne sais pas si Bruno, ce que tu en penses. C'est vraiment... Il y a quand même aussi des obstacles dans la physique des particules. C'est-à-dire qu'on est aussi face à des difficultés qui sont très... Il faut rappeler quand même que le modèle standard ne décrit que, on peut dire vaguement, 4% de ce qui existe dans l'univers, dans notre univers visible, accessible. Donc ça reste un modèle quand même avec ses propres limites, avec ses propres aussi paradoxes. Et évidemment, c'est un pari que font les gouvernements quand ils investissent tant d'argent. Je ne suis pas profondément convaincue, vu les moyens qui sont utilisés. Hein, c'est un dilemme. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Peut-être pour compléter ce que tu dis à propos de la physique des particules, on a construit le LHC à Genève pour détecter le boson de Higgs, qui était la dernière particule qui manquait dans le modèle standard de la physique des particules. On a trouvé le boson de Higgs et on espérait que le LHC permettrait de trouver la piste pour aller au-delà du modèle standard, puisqu'on sait que ce modèle standard de physique des particules n'explique pas l'énergie noire, la matière noire,
l'existence de la matière par rapport à l'antimatière, enfin l'existence dominante de la matière par rapport à l'antimatière. Et jusqu'à présent, le LHC n'a pas donné de piste. Donc il y a quelques jours, on a vu dans la presse le projet émerger d'un grand accélérateur de particules encore plus grand que le CERN, hein, que le LHC, ça fait 100 km de circonférence, et qui pourrait nous permettre peut-être de découvrir des pistes sur ce qui est au-delà du modèle standard, mais on n'est pas sûr, bien sûr, du résultat. Et c'est un investissement de 25 milliards d'euros. Alors évidemment ça paraît beaucoup, mais quand on voit les budgets de l'armement au niveau mondial, on se dit que c'est quand même pas grand-chose. Je suis allé aujourd'hui, juste pour dire un petit mot, une petite anecdote, j'étais au CNRS aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire du CNRS, tous les deux nous sommes au CNRS, donc le Premier ministre de la France qui est venu, il y avait un historien du CNRS qui nous a raconté le début du CNRS juste avant-guerre avec Jean Perrin, grand physicien français, et il n'y avait pas d'argent pour la recherche, il y avait 0 € pour la recherche, l'argent venait de l'enseignement à l'université qui était détourné par les scientifiques. Et donc quand Jean Perrin est allé voir le ministre pour retrouver de l'argent, il a dit mais il y a le ministre de la Défense, Maginot, qui est en train de construire une immense structure là pour empêcher les Allemands de venir en France. Donnez-nous un petit peu d'argent sur ce, il y a bien en grattant les fonds de tiroir, donc ils ont eu un petit peu quelques millions de francs à l'époque. Et vous savez l'utilité qu'a eu la ligne Maginot en 1940, hein, parce que, bon, en Belgique, voilà, les Allemands sont passés par chez vous pour arriver chez nous. C'était vraiment de l'argent fichu par les fenêtres, et parfois on se dit qu'on gaspille beaucoup d'argent pour des choses terriblement inutiles, voire même destructrices. Voilà, peut-être qu'il vaudrait mieux mettre ces 25 milliards d'euros dans ce grand accélérateur de particules, mais on n'a aucune garantie de trouver quelque chose. Je prendrai une dernière question. J'avais vu quelqu'un qui a levé la main ici. Oui, oui. Bonjour. En fait, ma question c'était que penser un peu du concordisme Bonne question. Du concordisme. Ah. Bon, alors je vais peut-être commencer. On commence et termine alors. Oui, alors le concordisme. Donc, en fait, Expliquer c'est quoi le concordisme. ah oui, d'abord, oui, en fait, il y a énormément d'activités maintenant dans les pays musulmans, en tout cas même menées par des scientifiques de confession musulmane, pour essayer de comparer les résultats scientifiques modernes au Coran. Et en fait, alors, je vais commencer par un aspect positif, c'est que ça montre quand même qu'il y a encore un intérêt vif pour les sciences. C'est-à-dire que c'est pas, malgré la régression dans le pays, il y a quand même une certaine confiance dans les sciences et intérêt pour les sciences, même si la culture manque encore, la culture scientifique n'est pas du tout suffisante, mais comme tous les aspects de la culture, hein, je pense. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans l'intention qu'on a derrière, alors il y a d'abord un problème de démarche, c'est-à-dire que souvent c'est vraiment tiré par les cheveux, à part pour certains cas. Quand on commence à calculer la vitesse de la lumière et à comparer, à dire les anges sont faits de lumière et que bon, le verset dit quelle est la durée qu'ils prennent pour descendre sur Terre, là ça devient vraiment tordu. Dans certains cas, effectivement, on peut se demander, oui, il y a quelque chose qui résonne avec. Mais la méthode, l'intention, voilà, ce qui me gêne dans l'intention, c'est que la science, elle devient le juge suprême du texte coranique. C'est-à-dire qu'on a une confiance tellement absolue dans la science, on n'est pas conscient de tous les problèmes auxquels fait la science. C'est elle-même qui énonce ses propres limites. Et on n'est pas conscient de ces limites-là, et du coup, on lui fait une confiance quasiment aveugle pour devenir le juge de véracité du texte coranique. Par façon, être conscient de qu'est-ce que la science aussi. Et voilà, et il n'y a pas, en fait le problème, et pour moi c'est aussi le problème du fanatisme religieux, c'est qu'il n'y a pas d'épistémologie à côté. Pour la théorie de la connaissance, c'est-à-dire savoir quels sont les critères de vérité. Al-Razali, Avicenne, tous ces érudits, ils se posaient la question du statut de leur vérité. Ils se posaient la question comment atteindre la vérité. Comment est-ce qu'on peut dire que tel verset veut dire cela, ou comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut raisonner de cette façon? Quels sont les modes de connaissance? C'est une question qui a toujours été au cœur en fait des débats.
entre ces érudits musulmans. Elle est absente actuellement du champ à la fois religieux, mais aussi de ce champ du concordisme. Donc on n'est pas au courant de toutes les options, y compris le constructivisme, qui est une option, qui est tout à fait défendable, pour aussi mettre la science dans un contexte, pour aussi rappeler que la science n'a pas une vue holistique des choses, puisqu'elle est obligée de réduire jusqu'à un certain degré de simplification pour pouvoir aborder sous un petit angle. Je parlais de 4% tout à l'heure, mais à tous les niveaux. Et donc, mais ce que je trouve intéressant, c'est la démarche. Pourquoi je me suis intéressée à ce livre qui s'appelle donc La clé des témoins, donc écrit par le Cheikh Alawi au début du XXe siècle, c'est parce que je pense qu'il offre un autre point de vue plus intéressant. C'est-à-dire que lui, effectivement, il s'inspirait du Coran. Il disait même recevoir l'inspiration pour énoncer quand même, pour proposer une cosmologie assez étonnante. C'est-à-dire qu'il parlait déjà du Big Bang avant qu'on en parle, effectivement, avant sa découverte, on va dire, ou avant qu'il soit vraiment d'ordre scientifique. Il parlait d'autres soleils, de l'héliocentrisme, mais il ne le faisait pas pour dire « Ah, regardez comme je suis génial et vous devez me croire ». Donc c'était... Pour lui, en fait, c'est très important de contempler le cosmos parce que Abdelhak a parlé de signes, de l'ayat. Et donc, c'est parce que Dieu a besoin d'un support de manifestation pour qu'on le contemple, comme les êtres, en fait. Et donc, c'est là où le cosmos prend sa valeur. Voilà, je jeter ma... Ah, c'est là. Pas mieux. Donc, je vais peut-être terminer par une question qui n'est pas très catholique. C'est musulmane. Surtout vu le paradigme scientifique qui règne maintenant, et qui est qualifié par certains de matériel quand même, de réaliste. Bon, alors, je suis intrigué par certains, on va dire, je vais faire entre guillemets expérience, notamment qui a été présentée il y a 2 ans en Suisse sur l'esprit humain. Le cas de Nicolas Fraisse, si vous avez peut-être eu connaissance, a été, par exemple, ça a été présenté par Johnston dans une rencontre vraiment très immense. Je ne sais pas ce que vous êtes. Et ça a été étudié par une équipe suisse, donc une neurologue et un psychanalyste. Et ce genre de recherche, bien sûr, ils sont donc les foisonnent aux États-Unis, tout ça. Mais ce qui m'intrigue ici, c'est qu'il y a quand même qu'on apprend beaucoup de choses sur l'esprit humain, sur des choses qui ne sont pas dites dans ce qu'on appelle les neurosciences, par exemple. Et alors je me dis, comment alors la communauté scientifique qui adhère à ce paradigme qui est tout à fait matérialiste, bon, comment il passe à côté de ce genre d'études? J'ai vu aussi l'amertume de cette équipe, une équipe de scientifiques qui présente son travail, l'amertume de voir que quand même, c'est un observatoire qui a reçu des sous aussi de recherche et tout ça. C'est une première, je crois, en Europe, mais qui a présenté une expérience extraordinaire de Nicolas Fraisse, pour un peu résumer les choses. C'est un jeune homme qui arrive à, comme on dit, à sortir de son esprit pour aller ailleurs, voir ailleurs, tout ça. Ils ont fait 2 ans d'expérience sur lui pour arriver à tester certaines expériences. Bon, moi, je reste un peu sceptique peut-être par rapport à ça, mais présenté par des scientifiques qui ne sont pas des croyants aussi. Des scientifiques qui adhèrent, qui sont issus de ce paradigme matérialiste. Alors, moi, ma question, c'est vraiment, on voit comment alors les scientifiques passent à côté de ce genre de choses, d'expériences, et comment leur vision, vraiment, elle peut se prétendre réaliste, descriptive de la réalité, bien d'une particulière, sans tenir compte de ce genre d'études, phénomènes, ce que vous voulez. C'est pourquoi il n'est pas très catholique, parce qu'elle sort un peu de... Oui, je ne connais pas l'expérience en question, mais je vois un peu le genre d'expérience, il y en a d'autres. Il faut voir que les neurosciences sont prisonnières d'une vision ultra-matérialiste depuis quelques décennies, depuis l'essor des neurosciences, une vision dans laquelle tout est réduit à des phénomènes physico-chimiques. Et donc, quand vous voyez une voiture arriver devant vous pendant que vous traversez la rue, voilà, là, il y a l'image qui est traitée, qui arrive sur votre rétine, elle est traitée par le cerveau, ça
active des zones de la mémoire où on dit voiture égale danger. Du coup, à ce moment-là, il y a un influx nerveux qui part vers les jambes et vous vous mettez à courir. Et dans cette vision-là, la conscience est totalement inutile. C'est-à-dire qu'on est une machine, et une machine qui a été formée, qui a été façonnée par notre histoire, hein, et on sait que les voitures sont dangereuses, on sait qu'il ne faut pas s'approcher du feu parce que ça brûle, etc. Et on n'a pas besoin de la conscience. Donc pour eux, la conscience n'est qu'un sous-produit, finalement, de ces processus physico-chimiques. Et on est prisonnier de cette vision-là, et toutes les équipes alternatives ont beaucoup de difficultés à se faire entendre. Alors moi, il me semble que c'est une vision de l'état des neurosciences actuellement, hein, parce que les sciences changent. Hein. La physique a été très déterministe et matérialiste au XIXe siècle, et au début du XXe siècle, elle a connu des révolutions. Il y a 20 ans ou 30 ans, la biologie moléculaire était très matérialiste, et c'était le tout génétique. Hein. On allait déchiffrer le code génétique, et on allait trouver le gène de chaque caractéristique de l'être humain, le gène de chaque problème de l'être humain. Et on s'attendait à ce que l'être humain, qui est quand même la créature la plus développée, ait beaucoup plus de gènes que les autres. Et on s'est rendu compte que l'être humain avait très peu de gènes, il a 30 000 gènes, il a moins de gènes que la grenouille ou que le blé. Donc on a, avec ce peu de gènes, on arrive à faire des êtres humains qui pensent, qui font de l'art, qui prient, qui font des sciences, etc. C'est-à-dire qu'il y a autre chose que la génétique. D'ailleurs, la science s'y intéresse, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est le développement, l'expression des gènes qui dépendent de l'environnement. Donc c'est très compliqué, et on est un peu sorti de cette vision très simpliste du tout génétique. C'est-à-dire tout est dans les gènes, et le reste ne compte pas. Et je crois que les neurosciences sont un peu dans cette phase-là, pré-révolutionnaire, en quelque sorte, où ça marche bien, on arrive à faire de l'imagerie du cerveau, donc on est persuadé que le cerveau, ce n'est que ça. Et en fait, on laisse de côté l'essentiel peut-être. Et j'espère, Inch'Allah, que dans quelques décennies, les neuroscientistes découvriront d'autres visions, d'autres conceptions du cerveau, et qui se réaliseront à quel point cette vision matérialiste était naïve et finalement très insuffisante pour décrire la richesse de l'expérience humaine. Justement, je voudrais aussi souligner l'importance pour moi de faire connaître le paradigme de la physique quantique, les scandales de la physique quantique. Je pense qu'il y a vraiment moyen de les vulgariser davantage. Ils ont un intérêt d'abord pour même les neurologues, parce que même dans je vous dis même, il y a des physiciens dans mon laboratoire qui ne discutent même pas de ces énigmes, de la non-localité, de ces expériences, parce qu'ils appliquent la physique quantique comme un outil, comme une recette. Et il y a aussi des neurologues qui ne sont pas conscients non plus de ces énigmes-là, et qui continuent à considérer que la matière, ce qui nous compose, à être dans ce schéma, parce que je vous ai dit, oui, le tout est fait de ces parties, même cette image s'effondre. Rien qu'en physique des particules, on a quand même des particules qui changent de nature, on va dire. Ce sont des énergies qui se transforment. Donc, c'est comme les atomes qui sont éphémères, en fait. Elles peuvent être éphémères. Elles n'ont pas d'identité. Le principe d'identité elle-même ne tient plus. Mais on est toujours affecté par ces 4 principes d'Aristote. Et en fait, c'est utile d'abord pour les scientifiques et les neurologues d'être conscients de ces limites, mais c'est aussi utile, ça serait utile pour moi, les fondamentalistes dans les religions, qui pour moi ont aussi une approche quasiment positiviste de la religion, et qui croient toujours qu'avec leur raison, leur logique, ils sont capables de savoir ce que Dieu leur veut d'eux, ce que le Coran leur dit. Et donc, j'entends, je ne sais pas combien de fois j'entends dire l'islam c'est 1 plus 1 égale à 2. Mais non, pour moi 1 plus 1 égale à 1. Il est limité. Donc, c'est vraiment. Donc, il y a un problème, là aussi, d'être conscient des limites. Et c'est pour ça que l'épistémologie est très importante aussi. Hein, d'avoir vraiment, d'être accompagné par la connaissance de la connaissance. Voilà, on arrive au terme de cette. Je vais la qualifier de magnifique rencontre. Je voudrais tout d'abord remercier les 2 conférenciers pour avoir accepté notre invitation et pour leur exposé très riche et très intéressant et clair. Et je voudrais vous remercier vous aussi pour votre présence un samedi soir à Bruxelles. Voyage dans le temps. J'ai déjà voyagé dans le temps. Voilà. Merci à vous.
justement, le samedi, il y a une autre conférence demain, Inch'Allah, sur l'épistémologie des sciences islamiques par le professeur Mohamed Abouchadine, qui est membre de l'académie. Vous êtes invité, Inch'Allah, et je vous invite aussi à suivre votre programme, parce que d'ici au mois de mai, il est très riche. Barakallahu fikoum, salam alaikum.